Merci, c'est un garçon. Merci d'être avec nous. Il est 19h47. On est en direct et ça touche pas à mort. Merci à vous de nous avoir encore placé hier, premier talk de France. Merci énormément. Et franchement, on se régale tous les soirs avec vous. On est tellement heureux de vous retrouver. Je vous jure. Alors moi, mais vraiment, je suis content. Alors, dans un instant, sera avec nous Michel Marie. J'étais tranquillement en train de manger un hachis parmentier, place du marché à Bastille, quand Daniel Moreau est passé. Non mais qu'est-ce qui se passe? Non, vous avez vu comment il est devenu beau gosse? Ah non mais même déjà au début je kiffais pas mal. Là, alors là, Michel Marie, c'est un truc de fou. Hein. Bronzé, ouais. Les cheveux en arrière. Voilà, c'est quoi? C'est un Italien. Oui. Un Italien. Non mais c'est vrai, c'est un truc de fou. On dirait un mec qui est dans un hôtel, on dirait Michel Mariotte. Non mais franchement, un truc de fou. Un playboy de folie. Allez chérie, on va parler de Koé dans un instant, du nouveau. Apparemment, Koé a été placé en garde à vue. On a toutes les informations. Truc de fou. On vous dira ça dans un instant, bien entendu. On vous parlera de tout ça. Et vous avez vu, Emmanuel Macron trouverait Jordan Bardella nul. On va en parler dans un instant. Tous les politiques se lâchent en ce moment. On va dire, il n'y a plus de filtre. C'est devenu, voilà. Pourquoi je viens de voir un paf avec Baba passer là sur l'écran? C'est normal? Il voit tout. Hein. Le synthé a une erreur technique. D'accord. Ne croyez pas que je vois pas, je vois tout. Il a l'œil. Donc ça, faites attention à ça. Donc là, vous allez appeler tout de suite Médiamétrie et vous allez leur dire que c'est bien, touche pas à mon poste. Parce que sinon, ça va faire des problèmes. Bah oui, Alexandre Israël est dessus, qu'il y soit dessus très vite. Merci. Merci. Je voudrais remercier très fort Amandine Cornet de Saint-Cyr qui est avec nous au Secours Sainte-Rita. Ce livre, je vous le dis, il fait du bien, il est important, surtout là en ce moment. Merci d'avoir été avec nous, Amandine. Merci beaucoup. Vous revenez nous voir quand vous voulez. Merci. C'est aux éditions Fayard. Comme vous étiez aux éditions Fayard. Oui. Chez Fayard, c'est une très belle maison d'édition. Alors, le monsieur, il est très sympa. Hein. Oui, je vais pas m'enlever. Il est mis à la muscu, ça se voit pas encore, mais dans quelques semaines, vous allez voir, ça va être un truc de fou. Ah, vous avez vu ce qui se passe à Nantes? Des habitants excédés se relaient la nuit pour chasser les délinquants. C'est un truc de fou. Gilles, expliquez-nous. C'est un quartier au nord-est de Nantes qui s'appelle Saint-Joseph de Porterie. Et depuis quelques mois, eh bien, il y a des exactions qui sont commises. Les gens retrouvent dans leur cave leurs véhicules avec des problèmes, les scooters sont cassés. Donc il y a beaucoup d'infractions, beaucoup d'exactions. Et pour remédier à ça, les habitants ont décidé la nuit de faire des rondes nocturnes sans violence pour tenter de dissuader les casseurs, pour donner une nouvelle paisibilité au quartier. Voilà. Donc c'est sans armes, ils patrouillent comme ça, ils sont vigilants et ils essayent de repousser les gens qui vont venir casser leur maison, casser leur voiture, casser leur scooter. C'est fou ça, non, mais est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je trouve que j'ai mis non parce que je trouve que c'est dangereux pour eux. Voilà. Ouais. Moi, j'ai peur qu'ils se trouvent nez à nez. D'ailleurs, ça leur est arrivé. Il y a eu 2 jeunes qui sont partis. Il y a eu des gens en voiture qui semblaient un peu étranges et ont démarré très vite. Moi, j'ai peur qu'un jour, eh bien, des gens déterminés à commettre des infractions les percutent en voiture ou leur fassent du mal. Voilà pourquoi j'ai mis non. Jean-Michel, vous avez mis oui. Vous êtes le seul. Moi, je dis oui parce qu'ils sont pas masos. S'ils le font, c'est qu'ils trouvent que c'est une bonne idée. Et nous, on n'est pas à leur place. À partir du moment où il y a des exactions, des véhicules qui sont dégradés, etc., la police ne peut pas être partout, elle ne peut pas faire son travail parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Et ben, ils ont pris les choses en main, ça se passe dans plein de pays, aux États-Unis c'est très fréquent, ça se passe aussi pendant l'été où il y a les vigilances cambrioleurs, où les voisins cèdent, voisins vigilants, pour surveiller les maisons des voisins, etc. Et ben, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. À partir du moment où ils ne veulent pas les attraper, seulement les faire fuir, et ben voilà. C'est un aveu d'échec. Jean-Mi, excuse-moi, mais la police n'arrive pas à faire fuir les délinquants et une ronde citoyenne va réussir à être dissuasive. Enfin, tu es dans un monde complètement utopique, en fait. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que tu fais, en fait, si tu vois quelqu'un qui veut, par exemple, prendre ton scooter ou prendre ta voiture? Comment tu le dissuades en tant que citoyen engagé? Comment tu fais? Si tu avais travaillé ton dossier, tu saurais que depuis qu'ils font ça, il y a beaucoup moins d'exactions. Bravo. Si tu avais travaillé... Je sais, regardez, moi, j'avais travaillé le STE aussi avec Ségolène Royal, on a fait une séquence exceptionnelle. Malheureusement, vous ne travaillez pas les dossiers, c'est pas grave. J'ai pas besoin de travailler mes dossiers, puisque de toute façon, Gilles l'a expliqué tout à l'heure.
il suffit d'écouter Gilles pour comprendre. Et je sais exactement que ça se passe comme ça. Non, Gilles n'explique pas bien. Tout, tu sais bien qu'il peut y avoir... C'est gentil. Il peut y avoir une surenchère de violence et que de toute façon, on sait très bien que ça peut être que dangereux. Non, mais là, il ne s'attaque pas au cartel de la drogue. Il s'attaque à des petits délinquants qui font des choses comme ça. Un jour, il y aura un couteau, un jour, il y aura un flingue, et un jour, il y aura un fait Il y a divers. 15 ans qui tirent leur J'ai envie de parler à Jean-Michel parce que les autres m'excèdent. Bravo, chef. Merci, Jean-Michel. Alors, dites-nous tout. Bah non, encore des je crois choses à dire. que c'est bien résumé la situation. Voilà, à partir du moment où l'État n'est pas présent, la population prend la place. Alors, la nature déteste le vide. Les habitants se... J'aimerais bien voir Mais là où ce que les Jean-Michel a téléspectateurs, raison. si on va pas faire 2 heures là-dessus. Merci, le sondage. Oui, voilà, est-ce une bonne idée? Je suis encore d'accord avec les téléspectateurs. Bravo à vous. On est vraiment, je vous jure, notre public, la majorité, je suis toujours d'accord avec la majorité. C'est un truc de fou. Non, mais c'est fou. Alors que ils sont dans leur monde, ils comprennent rien à rien. Anne Hidalgo, tiens, on va parler d'Anne Hidalgo. Alors, là, je peux vous dire, ça va secouer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Anne Hidalgo, c'est la maire de Paris. Ceux qui ne la connaissent pas, ce sont les plus heureux du monde. Voilà, nous, malheureusement, on ne la connaît pas, mais on en entend parler tous les jours. Et je peux vous dire, tous les jours, on l'a subit. Exactement, mais c'est vrai. Non, mais Anne Hidalgo, quand on dit, vous savez, supporter quelqu'un, bah, c'est le bon terme. On la supporte. Non mais c'est insupportable. Elle s'est exprimée quelques semaines avant le début des JO. En plus, Anne Hidalgo, elle a un truc, c'est qu'elle n'arrête pas de s'exprimer. Personne n'a envie de l'écouter, mais elle s'exprime. Elle adore ça, elle adore s'exprimer. Donc elle est revenue sur son mécontentement autour de celles et ceux qui critiquent les Jeux Olympiques qu'elle a qualifiés de peine à jouir. Apparemment, elle pense à Daniel Moreau. Ah, merci. Elle promet cependant que l'enthousiasme populaire va monter d'ici le début de la compétition. C'était hier au Conseil de Paris. Sous le Conseil de Paris. Non mais je peux plus Anne Hidalgo. Moi je vais quitter la capitale. Vous avez jamais pu vraiment, hein? C'est vrai. Quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Je peux vous dire que, d'abord, ras-le-bol du bashing des Jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie, qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras la casquette. De toute façon, on est là et on le fait. Voilà. Et on vous emmerde. Mec, c'est dur. C'est ça, c'est bien ça. Non mais il y a 4 applaudissements en plus, je sais pas qui c'est là. Ils sont enregistrés, je pense. Non mais c'est pas possible, sans rigoler. Son clan. Alors, prenez-vous. Vous parlerez pas là-dessus. Donc. Pas de problème. Non mais peine à jouir, il y a quoi de Insupportable, jouissif? aussi. Il y a quoi de jouissif dans la situation actuelle? Oui. Paris en travaux depuis des mois, ça va emmerder depuis des insupportable. années, ça va emmerder les Parisiens tout l'été avec des QR codes, ça va être insupportable de se déplacer, etc. On fout tous les étudiants dehors, ça coûte des milliards d'euros à l'État, donc aux contribuables. Il faudrait qu'on applaudisse ça, tout ça pour voir du lancer de javelot. Mais pardon, mais flemme quoi. Bon, les JO, ça me saoule. Honteux, non mais c'est Non mais c'est vrai. Au-delà des JO, moi les JO, ça me saoule pas. Non mais là, si Mais ce qu'elle en a fait, elle a pas les épaules pour faire organiser des JO. Pas prête. Oui, madame. Et alors moi je sais pas c'est quoi une peine à jouir, mais je suis désolée, je suis pas une peine à jouir. Donc si j'ai envie de critiquer les JO, je les critique. Exactement, vous avez raison. Bravo, vous n'êtes pas une peine à jouir. Vous savez pas ce que ça veut dire, mais voilà. Je suis pas une peine à jouir. Vous savez que vous ne l'êtes pas, quoi. Vous savez pas ce que ça veut dire, mais vous savez que vous ne l'êtes pas. Voilà. Ça veut dire si on vous dit par exemple vous êtes ambidextre, vous savez que vous ne l'êtes pas. Si je suis ambidextre. Non, c'est vrai, c'est-à-dire C'est les deux mains, c'est ça? Ah, fort. Écrit des deux mains. Et peine à jouir, non? Non, pas peine. Non, alors là, non. D'accord. Et peiné à l'arabiata? Oui, Après, elle est dans son rôle. Elle est dans le service, non pas après-vente, mais avant-vente des JO, elle est dans son rôle. Mais après, venant d'elle, la peine à jouir, c'est un tout petit peu gonflé parce qu'effectivement, c'est la peine à circuler, c'est la peine à se loger, c'est la peine à être en sécurité dans Paris. Mais elle n'a pas attendu la JO pour que ce soit l'enfer. Oui, depuis un moment, je trouve qu'elle se transforme un peu en influenceuse ou en tiktokeuse. Elle a toujours des expressions un peu bizarres. Genre, la dernière fois, elle a dit gna 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 comme ça. Donc voilà, je trouve qu'elle n'a pas une sorte de classe par rapport à son rôle. Malgré tout, elle est la maire de Paris. C'est quand même une ville qui doit avoir un maire avec un peu de charisme, un peu de classe, un peu d'envergure. Et je trouve qu'elle manque un peu de panache et un peu de... Jean-Michel. Et puis elle est très gentille, mais peut-être que les Parisiens jouiraient plus s'ils pouvaient partir à Tahiti aux frais de la princesse. Comme elle. Oui, mamie.
Alors moi, je sais ce que c'est qu'une peine à jouir, mais non, mais quand tu dis... Ah, c'est un petit peu l'histoire de ta vie. Hein. C'est un témoignage. Non, mais franchement, mais c'est honteux, parce que le rôle d'une maire de Paris, c'est quoi? Enfin, d'une maire, de toute façon, c'est d'être en empathie avec les citoyens. En empathie. Là, mais elle traite les gens, les pauvres gens qui galèrent. Il y a déjà des pompes fermées 2 mois avant. Les chauffeurs de taxi en ce moment ne peuvent plus travailler. C'est un enfer, elle est en train de tout flinguer. C'est un enfer, et elle les traite de peine à jouir. Mais c'est honteux. Moi, je trouve ça honteux, vraiment. Oscar, qu'est-ce que vous en pensez? De la part d'une mère. Peine à jouir. Je pense que je serais une meilleure mère qu'elle. Non, c'est vrai. Oui. Moi, je ne traiterai pas les citoyens de peine à jouir. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ça, vous, vraiment, là, ça vous a un peu... Ça vous a secoué, ça. Ça m'a remonté. Elle est en orangina, la meuf. Non, mais c'est vrai qu'elle est dans... Le qui remonte, là, ça. Oui. C'est vrai qu'elle est dans son rôle, mais en termes de communication, c'est désastreux. Parce que, en fait, elle dit à ses administrés, j'en ai rien à faire, je ne vous entends pas, je n'ai pas envie de vous entendre. Alors qu'elle aurait dit exactement la même chose, tout en disant, je comprends que ce soit quelque chose de très compliqué, la circulation, etc. Mais soyons tous ensemble patients, et vous allez voir, la ferveur va monter. Et je comprends qu'en ce moment, c'est compliqué, mais vous allez voir, croyez-moi, on va faire une belle fête. C'est exactement la même chose, mais elle ne nie pas les problèmes des administrés. Oui. En fait, elle manque de pédagogie, en fait. Ouais, bravo. J'ai l'impression que vous n'avez jamais autant parlé sur un sujet. Côté joué. C'est un truc de fou, là, avec ces télétobies sur les bols. Alors, bon, on va quand même donner la parole. Oui, c'est important. Rien que sa tête, je peux pas. Ah, maintenant, c'est carrément à la tête. Je peux pas. Alors, Même que je parle. Non, ici. Sa tête. Moi, j'en ai ras-le-bol. Et quand j'entends des Guillaume Janton, je trouve ça dégueulasse. Quand il dit, il se moque du javelot. On a les Jeux Olympiques une fois tous les 100 ans. C'est une fête populaire, c'est merveilleux. Il y a des gens, il y a 15 millions de gens qui vont venir, ça va rapporter des milliards. Mais pas du tout, ça va Il y faire a perdre des de Guillaume l'argent. Janton qui connaissent rien à rien qui critiquent ça. Bah oui, mais oui, je veux bien me taire, Cyril, mais ça Qui veut me... des sushis Sushiman. On n'est pas insupportable, arrête un peu tes conneries. On te demande de réagir sur Anne Hidalgo, arrête un peu. Oh là là, arrête toujours un peu d'être à côté de la plaque, c'est insupportable. Mais comment ça, je réagis sur Anne Hidalgo? Réagis sur Anne Hidalgo, On veut tous que les JO soient une bien sûr. On n'est pas. Elle a raison de dire que vous êtes des peines à jouir. Arrête un peu. Bien sûr. T'as entendu ce qu'il a dit? Bien sûr. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? On n'est pas des peines à jouir. Non, mais arrête de dire des bêtises, tu défends toujours l'indéfendable. Vous me dites de réagir sur elle, je réagis sur elle, et après vous me critiquez que je vais te critiquer parce que tu dis des conneries. Et c'est certainement pas un cocu qui va nous traiter de peine à jouir. S'il vous plaît. Avec tout le respect que tu dois. Non, mais attends, Avec tout le respect que tu dois. s'il te plaît, on rigole bien entendu. Évidemment. On n'embrasse pas tout. Bien sûr. Jean-Charles. Non mais Gilles, franchement, mais arrêtez de défendre l'indéfendable. Arrêtez de défendre l'indéfendable. Vos arguments sont nuls. Depuis le début, c'est nul. Quels sont vos arguments sur Paris? Paris est une catastrophe. Tout le monde le dit. Toi, tais-toi. Non. Elle ne se taira pas. On dirait les éléphants du Parti Socialiste. Dégoûte. Est-ce que je peux vous répondre ou pas? Mais à quoi? Vous me dites, t'es nul, tes arguments sont nuls, etc. Vos arguments sont nuls. Elle fait un nouveau pari, vous ne l'aimez pas, mais c'est un nouveau pari. Arrête un peu. C'est catastrophique, le nouveau pari. Pourquoi? Pour les connards comme toi? C'est pour des bobos, c'est pour des riches. C'est tout le monde. Il ne faut pas aligner 3 mots. Mais elle a raison, c'est pour Paris se les mecs. vide. Pour les personnes âgées, c'est impossible d'habiter à Paris aujourd'hui, ils ne peuvent pas se déplacer. Comment tu veux qu'ils aillent voir leurs petits-enfants? C'est insupportable. Je te le dis, c'est insupportable. Il y a des personnes âgées qui n'en peuvent plus. Je le dis. Les personnes handicapées n'en peuvent plus. Voilà, je vous le dis. Dominique Farrugia, justement, a posté un truc. C'est l'enfer sur Terre. Mais bien sûr, les personnes handicapées n'en peuvent plus de Paris. Ils ne peuvent plus vivre à Paris à cause d'Anne Hidalgo. Je vous le dis. À cause de gens comme vous. Sachez-le. Qui défendent l'indéfendable. Oui, vous êtes encore responsable. Et vous êtes responsable de beaucoup de choses, Gilles Verdez. Donc si les handicapés aujourd'hui ne peuvent pas habiter à Paris, c'est aussi parce que vous êtes responsable. Les handicapés ne peuvent pas habiter à Paris. Les personnes âgées, c'est devenu une horreur. Les enfants, c'est devenu une horreur parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer. Donc aujourd'hui, c'est impossible de vivre à Paris. Les seuls qui peuvent se déplacer, c'est les rats et les gens comme vous. Voilà. Oui, vraiment, oui, je le dis. Oui. Non mais oui, oui. Les seuls qui peuvent se déplacer, c'est les rats et les gens comme vous. Je vais le refaire. Répondez sur Paris. On va voir vos arguments. Répondez à quoi? Que je suis cocu? Que je suis un rat?
J'ai jamais dit que vous étiez un rat. J'ai rien dit que vous étiez un rat. Les rats et les gens comme vous, il y a une similitude. Bah non, bah t'es pas un rat. T'es pas un rat parce que j'ai dit des gens comme vous. Mais comment tu peux défendre Paris? C'est un nouveau Paris sans voiture avec le métro, les transports en commun, Paris vert et tout ça. Mais c'est un Paris que vous n'aimez pas. Mais c'est un nouveau Paris. Vous savez que moi, j'ai tout vendu à Paris. Personne J'ai vendu. J'ai tout vendu. C'est-à-dire, c'est intéressant. J'avais un appartement à Paris, j'ai vendu. Vous avez vendu? Un grenier, il avait un petit grenier. J'ai vendu. Alors, je vais te dire, et je ne suis pas le seul. Sache le Paris est en train de dégringoler à cause de gens comme toi et des rats. J'ai rien fait, moi. Mais si, Il n'y a que les gens riches qui peuvent vivre à Paris. Je dis, bien sûr. Moi, je suis pas, j'habite pas à Paris. Célibataires et les riches. là, le débat initial, c'était sur les... Cyril, le débat initial, c'était sur peine à jouir, ce qui est écrit. On parle de Paris, parce que Paris est une catastrophe. Mais Paris... Pourquoi les gens critiquent les Jeux Olympiques? C'est pas... En fait, je vais t'expliquer quelque chose. Pourquoi les gens critiquent les Jeux Olympiques? Parce que je le dis aux Français qui nous écoutent, qui nous regardent, qui n'habitent pas Paris, sachez que c'est la ville de l'enfer. Moi, j'étais dans le sud ce week-end. Je suis rentré à Paris. Je peux vous dire, tous mes potes qui étaient avec moi m'ont dit, on rentre dans l'enfer. Oui, hein. C'est l'enfer. Paris, on ne voit que des gens comme vous et des rats. Qui sont heureux d'être à Paris. La plupart des Parisiens, la majorité des Parisiens n'en peuvent plus de Paris. C'est devenu insupportable. Moi, je vais vous dire, non, mais une grand-mère ne peut plus aller voir ses petits-fils. C'est fini. Elle est bloquée chez elle. C'est insupportable. Les petits-fils ne peuvent plus aller voir leur grand-mère. C'est devenu, je vous dis, les personnes handicapées vivent un enfer tous les jours, quotidien, heure par heure. Et vous osez encore défendre Paris pour 3 vélos. On a fermé des routes entières pour 3 guignols qui font du vélo. Hein? Non mais franchement, je les ai vus, moi je les ai comptés les vélos. Un jour j'avais rien à foutre, j'ai compté les vélos. Il n'y en a pas. Je peux vous dire, il y en a 3 des vélos. Il y a 3 guignols qui viennent faire du vélo, on a fermé des routes entières. Quand il fait beau. Quand il fait beau, exactement. Quand il pleut, qu'il fait un peu froid, il y a 0 vélo. Et ils vont encore défendre Paris. Donc allez-y, défendez. Mais non, mais là vous critiquez tout, c'est-à-dire vous mêlez tout. Paris est une ville olympique, c'est le Paris de demain qui se construit avec des équipements. Défends Paris aujourd'hui. Paris aujourd'hui, mais parce que tu ne comprends pas. Si les gens sont contre les Jeux Olympiques. Enfin, il y en a qui critiquent les Jeux Olympiques. Bien sûr qu'on est pour les Jeux Olympiques. Moi, j'adore Tony Estanguet. Moi, je l'adore. C'est un mec exceptionnel et je l'adore. C'est pas les Jeux Olympiques. Je vous le dis, c'est pas les Jeux Olympiques qu'on critique. Excuse-moi, arrête de faire le guignol, Gilles. Pas le guignol, j'essaie de répondre. Critique. Les gens disent aujourd'hui, déjà Paris, normal. C'est catastrophique. Avec les JO, on n'est pas capable de les faire. Parce que Anne Hidalgo a déjà flingué la capitale. Je vous le dis. C'est surtout ce qu'ils nous disent. On n'est pas capable de les faire. C'est surtout ce qu'ils nous disent. Niveau de la sécurité, ils prennent des mecs en speed dating qui n'ont jamais fait de sécu de leur vie. Tiens, on va vous faire de la sécurité. Niveau des travaux. La sécurité, c'est Gérald Darmanin. Non, mais je lui fais confiance. Autant Anne Hidalgo, je ne fais aucune confiance. Autant Gérald Darmanin, je lui fais confiance à 2000%. Là, je vous parle des infrastructures de Paris et de tous les travaux. C'est la seule ville où il y a des travaux sans ouvriers. Excuse-moi. C'est un nouveau concept. Voilà, c'est un nouveau concept. C'est la ville de demain. Peut-être que vous n'aimez pas la ville de demain. Cyril, mais arrête un peu. Olympique. Arrête de dire des bêtises. Les anneaux, tu sais quoi, tu vas te les foutre tes anneaux. Moi, j'entends ce que tu dis. J'entends, tu as un côté très avant-garde comme ça, la ville de demain. Mais la ville de demain, pour qui? Habitée par qui à l'intérieur de cette ville? Des gens qui prendront les transports en commun. Mais donc, Gilles, pas de famille nombreuse. Gilles, puisque tu as réponse à tout et que Paris est une ville fantastique. La réponse à tout. Et puisque tu dis que Paris est une ville fantastique, tu vas certainement nous expliquer pourquoi Paris se vide et que les Parisiens fuient. Bien sûr. C'est trop cher et c'est trop. Si c'est une ville fantastique, ils devraient venir. Ils fuient. Mais alors, ça répond. Réponds. Au lieu de dire quand tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi dire, quand tu sais pas quoi dire, il se transforme en scooter. C'est la mobilette. Vous n'êtes pas dans la même temporalité. Vous parlez de Paris maintenant, lui, il imagine. Oui, mais ça, il a rien compris. On te parle de Paris maintenant et après. J'ai très bien compris. En fait, on voit Paris maintenant, on dit que ça va être catastrophique. Vous êtes à court terme. Voilà, arrête de dire des conneries. Mais oui, je suis désolé. Ça va être pire. Qu'est-ce qui va être pire? Ça va être pire Paris après les JO. Qu'est-ce que tu racontes? Toutes les villes sont transformées par les Jeux Olympiques. Espèce de remarque. Tu vois pas que après les Jeux Olympiques, Cyril, c'était autre chose. Mais écoutez, je connais très bien Londres. C'était pas qu'est-ce que tu connais à Londres? Moi, t'as été 3 fois au Starbucks Café, tu vas dire que tu connais Londres. Arrête un peu. J'ai habité à Londres. T'as été habité à Londres. Encore, tu t'es fait larguer par une meuf à Londres. T'as été une semaine, t'as foutu dehors. Je connais l'histoire. C'est bon, arrête un peu. T'as pris le Thalys, t'es revenu avec. Non mais c'est vrai, il est fou. C'est la seule capitale mondiale. Il a pris le Thalys, il est revenu avec une chaude piste. Non mais arrête un peu. Un exploit. Alors, imaginons que Gilles soit dans une autre temporalité, comme dit Valérie. Et donc, tu te projettes sur un Paris un peu rêvé, un peu carte postale dans 30 ans, dans 40 ans. Bien sûr. Donc, on ne sera plus là.
Donc à ce moment-là, il y aura donc que des voies de vélo avec des gens en forme pour faire des vélos. Donc il y aura plus de personnes âgées, il y aura plus de familles nombreuses. Des métros, des bus, des transports. Arrête un peu, tous les. Mais pourquoi t'es le seul? Je les prends, je sais ce que c'est. Des bus, ça les prend. Une demi-heure d'attente pour. Oui, parce qu'il n'y en a pas en ce moment, bien sûr. Eh ben alors. Il n'y a pas de bus en ce moment. Mais je vous parle. Arrête. En fait, excusez-moi, mais il y a un vrai problème. Mais je vais te dire, le problème, c'est toi, et on le sait. Sans parler de Paris endetté, on n'a jamais fait autant endetté. On va devoir rembourser pendant je ne sais pas combien de temps. On te parle de Paris, tu changes de sujet. Pas du tout. Mais tu nous parles de Paris dans 25 ans, qu'est-ce qu'on en a à foutre dans 25 ans? Je crois qu'elle sera là dans 25 ans, tu crois qu'elle va prendre le bus. Mais c'est rigolé, t'es con quoi? Le bus, elle aura pris dans la gueule dans 25 ans. Ah oui, les gars, ah oui. On va encore bien, ah oui. Le corbillard va dérouler, c'est bien. Tu crois quoi? Non mais c'est vrai, ils nous parlent de Paris dans 25 ans, la moitié d'ici ils seront plus là dans 25 ans. Tu le vois bien, et alors et toi le premier d'ailleurs. C'est ça, merci. Ah oui. Non mais dis-moi. C'est ça le problème, c'est que vous n'avez que de courtes visions. Mais arrête un peu tes conneries. Nous on a envie de vivre maintenant, espèce de roi. Mais le prix de les générations futures, elles remercient. Arrête un peu avec les générations futures. Tu sais quoi? Les générations futures, elles viendront te cracher à la gueule. Et surtout le prix de l'immobilier ne permettra pas à tout le monde de pouvoir vivre à Paris. Donc tu feras aussi une sélection par l'argent. Donc ce sera une ville de riches. Tiens, monsieur de la LFI, là. On va faire une sélection par l'argent. Tiens, monsieur de la LFI. Vous habitez Paris, vous d'ailleurs. Non, mais vous habitez Paris. Oui, mais c'est la ville. Vous habitez Paris. C'est la ville des riches. Ah, parce que vous pouvez vous permettre d'habiter Paris. Parce que vous êtes payé grassement. Mais sachez qu'il y a plein de gens qui peuvent pas habiter Paris à cause des prix exorbitants. Gilles Verdez. Et je vous le dis. Et donc vous êtes un privilégié. Donc vous parlez, vous allez laisser le privilégié. Lui, il est tranquille. Lui, il vient ici, pose son cul sur le tabouret, 5 ou 7 jours sur 7. Il prend son chèque à la fin du mois. Et il fait le beau. Il est tout content de Paris parce qu'il peut prendre des Uber. Et il peut prendre des voies de bus. Et il peut prendre des vélos. Et il peut acheter des voitures. Et il peut acheter un appartement en plein Paris. Mais tous les gens ne sont pas comme toi. Sache-le. Donc voilà. Et dans 25 ans, excuse-moi, t'as pas assez écouté François Valéry. Aimons-nous vivants, aimons-nous avant que la mort nous trouve du talent. Arrêtez, mais attendez. Non mais sans rigoler. Non mais franchement, le Mélenchon de la foire du trône. Non mais attendez. Ça va là. Le Mélenchon de la foire du trône, là, c'est bon, là, on va y aller. Retourne sur ton bateau pirate, là, c'est bon. Mais là, vous me faites taire. Mais vous n'avez aucun argument. Aucun argument. Vous n'avez aucun argument. Mais l'argument, c'est qu'on voit ce qui se passe à Paris. Impossible de circuler. Impossible. Que ce que je viens de te dire il y a un instant. Impossible de se loger. Les handicapés, impossible qu'ils vivent à Paris. Les personnes handicapées sont dans un désarroi total. Les personnes âgées sont dans un désarroi total à Paris. Ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent plus vivre à Paris. 1, pour des questions financières. 2, pour des questions de déplacement. 3, pour des questions sanitaires qui sont horribles. De stationnement, c'est horrible. Et vous, Gilles Verdez, le petit privilégié là, de la LFI, là, qui prend je sais pas combien par mois et qui vient poser son cul sur un tabouret, il vient nous donner des leçons de Paris. Parce que vivre à Paris aujourd'hui, je peux vous dire, vivre à Paris aujourd'hui, c'est un train de vie énorme. Donc je peux vous dire, donc aujourd'hui, personne ne peut vivre à Paris, à part les grands privilégiés, voilà, comme Gilles Verdez, voilà, et qui est très heureux, voilà, qui a fait une carrière exceptionnelle. Même vous avez tout vendu parce que vous aviez plus de moyens. Même moi, voilà, même moi, oui. Merci Géraldine. Même moi. Bah oui, même moi. Oui, même moi. Vous avez été obligé de vendre votre pied-à-terre de 600 mètres carrés, vous l'avez vendu, c'était vraiment, c'était pas vivable. J'ai pas vendu mon pied-à-terre, par contre, tu vas prendre mon pied dans ta gueule. Non mais le grand donneur de leçons, Gilles Verdez. Non mais Gilles Verdez qui donne des leçons. Bien entendu, vous pouvez vous déplacer. Il va chercher Fatou. Tiens Fatou, bah, tu viens, je t'amène. Je t'envoie un Uber. Fatou, tiens, c'est 50 balles. Bah vas-y, prends les 50 balles Fatou. On va au restaurant Fatou. Bah, on va reprendre encore un Uber. Tiens, c'est encore 50 balles Fatou. Voilà. Non mais arrête de donner des leçons à tout le monde. Non mais franchement, non mais il donne des leçons celui-ci à Paris. Tu vois bien que c'est un peu insupportable. Tu vois bien que une grand-mère ne peut pas voir ses petits-fils. Non mais c'est insupportable. Tu vois, je te le dis. Et toi, tu vas donner des leçons. Si je peux me permettre, il donne pas 50 €. Le LFiste de Versailles, là. Non, mais oh, c'est bon, là. Si je peux me permettre, il ne donne pas 50 €, il les met en note de frais. Regardez vos comptes un peu. Les taxis. Je dis ça, je dis rien. Non, mais le donneur de leçons qui est tout content d'habiter à Paris, qui défend Paris. Aujourd'hui, il n'y a pas un gars qui défend Paris. Aujourd'hui, Paris, c'est devenu pour les privilégiés extrêmes.
Et je peux vous dire, et moi, que des personnes handicapées, ça me rend fou, je vous le dis. Il y en a beaucoup qui m'en parlent et j'y reçois énormément de messages de gens qui me disent je suis une personne handicapée, à Paris, Cyril, je ne peux pas m'en sortir. Et donc ça, Gilles Verdet, hein, si vous étiez un petit peu malin et un petit peu intelligent et un petit peu plus altruiste, plutôt que de faire des Uber pour aller au restaurant et revenir du restaurant et aller au restaurant et revenir du restaurant, eh ben, vous sauriez ça, Gilles Verdet. Et vous défendriez pas l'indéfendable, je vous le dis. Hein, parce que pour aller au Uber avec Fatou dans tous les restaurants de Paris, ça y va. Hein. Bravo, chef. Bravo, merci. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Merci d'être avec nous, les chéris. Il est 20h18, on est en direct. Merci d'être là. Jean-Michel Meurre, vous avez une petite stat sur Paris. Sur Paris, non, mais c'est la seule capitale mondiale qui perd des habitants. C'est pas un hasard, donc il n'y a pas les chiffres, malheureusement. Ne trompe pas. Et Gilles, on va recommencer le débat, là. Jusqu'à ce que tu aies un argument valable. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Donc c'est vrai que ça va durer longtemps. Mais les gens fuient. Hein. Ah, j'ai une très bonne nouvelle. Aïe. Passepartout et Passe-Muraille vont désormais pouvoir parler dans Fort Boyard. Bon. Voilà, merci. Il était temps. Voilà pour l'info. Merci. Jean-Bras, non mais j'adore Passe-Muraille. Il était temps. C'est un super pote à moi. Passe-Muraille, je le connais moins. On avait fait une soirée ensemble un jour, voilà. Mais je le connais pas hyper bien. Et il y aura, par exemple, il y aura des nouveaux personnages, par exemple. Ah bon? Mais oui. Il y aura Passe-Montagne, je crois qu'il y aura. Passe-plat. Passe-plat. Mais s'il ne parlait pas, c'était pour des raisons techniques. C'est parce que comme le format était vendu à l'étranger, ça évitait de faire des doublages. Et comme ça, il ne parlait pas. C'était transposable dans tous les pays. On changeait seulement l'animateur. C'est pour ça qu'il ne parlait pas. Non. Merci. Vous avez vu, rappelez la professeure de danse des forêts virale sur TikTok. Et bien en fait, regardez, on va vous remontrer ça et on va vous dire comment ça a été fait après. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. Dans cette vidéo, je pratique le break-dance de forêt, mais je pourrais également faire des vidéos de salsa de forêt ainsi que de rock acrobatique de forêt. Pour énerver tous les rageux de TikTok, j'ai revêtu aujourd'hui ma plus belle tenue de bal masqué ohé ohé. Et oui, leurs bêtises glissent sur mon intelligence. Je le creux. Alors ça a été fait grâce à l'intelligence artificielle. Oui. En fait, c'est la voix de Christine Boutin. Ils ont pris la voix de Christine Boutin qu'ils ont mélangée avec une danseuse tchèque, je crois. Et ils ont créé des vidéos de manière totalement aléatoire. Et je trouve que ça en dit long quand même sur le contenu qu'on consomme sur TikTok. Parce que c'est justement n'importe quoi. C'est des trucs débiles qui ne veulent rien dire. Et c'est tellement abrutissant qu'on reste. Et il y a de plus en plus de vidéos comme ça qui n'ont aucun sens, qui me cartonnent sur TikTok. Ça faisait des millions de vues, ça. Elle n'existe pas. Et les gens croyaient qu'elle existait vraiment. En fait, c'est juste son visage et la danseuse qui existe, mais c'est un faux personnage. Exactement. Est-ce que vous avez vu cette affaire? Alors qu'elle se filmait en direct, un rappeur américain de 17 ans se tire accidentellement une balle dans la tête. Alors, forcément, comme on est des génies, on n'a pas mis l'image. Voilà, on aurait pu la mettre avant, voilà, tout ça, mais on n'a pas mis du tout. Donc voilà, encore une fois, bravo à la production qui fait un travail exceptionnel. Voilà. C'est extrêmement bref. Ouais, c'est ça. Il joue en fait avec son arme, c'est extrêmement bref. Et à un moment, génie. Et malheureusement, quand on tombe dessus, parce que moi je ne m'attendais pas, tu assistes en fait à une mort en direct et c'est extrêmement choquant. Et il y a un flash en fait et on voit plus rien. C'est fou quand même. C'est incroyable cette vidéo. Et... Il a désactivé la sécurité de l'arme en la manipulant. Alors la police américaine enquête parce qu'ils ont quand même un doute. Est-ce que c'est une mort volontaire ou pas? Ils sont en train d'enquêter. Voilà. C'est plutôt involontaire, mais ils veulent avoir toutes les certitudes parce que la manipulation est étrange. Il était en train de faire une story, donc ils sont en train de se plonger dans sa personnalité pour voir s'il y a quelque chose derrière. Les chiens, est-ce que vous avez vu qu'un candidat de Koh-Lanta, Ricky, ou La Belle Vie, a été viré de son travail après sa participation à l'émission de TF1. C'est un truc de fou, ça. C'est un candidat très sympa qui avait été éliminé aux ambassadeurs. Et donc, il s'occupait de jeunes ados. Il voulait être prof de sport. Et on lui a dit que faire un métier dans la télévision était incompatible avec le fait de s'occuper de jeunes. Je vois absolument pas pourquoi. Alors du coup, bon, il est moins triste qu'au début, il a digéré parce que je pense que la production l'aide, il fait des programmes avec d'autres candidats de Koh-Lanta, il va s'acheminer vers autre chose. Mais on manque de professeurs. Lui voulait être prof de sport et on le vire parce qu'il a fait Koh-Lanta. Ça me paraît complètement délirant et stupide. En plus, c'est des belles valeurs Koh-Lanta, c'est le dépassement de soi, la résistance, la résilience. Je comprends pas. C'est n'importe quoi.
légalement, les sociétés, elles n'ont pas le droit de virer quelqu'un parce qu'ils font une émission de télé. Après, je ne sais pas pour son cas, mais il y a beaucoup de candidats qui sont obligés de poser des jours ou de faire parfois des faux arrêts parce que les tournages s'enchaînent et c'est parfois des très longues durées. Koh-Lanta, ça peut durer 30 jours, voire plus. Et donc, si c'est le cas, on peut comprendre les sociétés qui le font. Mais sur le simple fait qu'il ait fait Koh-Lanta, ils n'ont pas le droit de le virer. Si c'est le cas, c'est injuste. C'est pas un métier, c'est un jeu, Koh-Lanta. Donc ils sont rémunérés. Ce qu'a dit Gilles, normalement, ils peuvent pas le virer. Il n'a pas fait d'arrêt de travail ou quoi. S'il a fait un faux arrêt de travail. Mais si t'es pas là pendant 30 jours. C'est un jeu. Comme s'il a posé des rémunéré quand même. Merci. Ça vous touche vraiment? Oui, ça me fait chier. S'il s'est fait virer, c'est pas juste. Parce que c'est comme si moi, je me faisais virer parce que je faisais TPM. Vous prenez vraiment ça à cœur? Ah oui, je le prends à cœur. Ouais. La justice. Le travail, c'est sacré, le travail. On joue pas avec le travail. Mais vous connaissez cette personne? Lui? Oui. Pas du tout. Merci. Il y avait un concours dont je suis complètement fou. Je regarde ça chaque année. C'est le concours du plus grand mangeur de magrets de canard. J'adore ça. Le principe de cet événement organisé dans le Gers, c'est de manger un maximum de magrets de canard en 5 minutes avec des couverts en plastique. C'est un délire. J'adore. Cette année, c'est un nouveau participant, c'est Fabien Thor. Le fils de Michel, qui a gagné et qui a fait tomber le record. Il a ingurgité 970 grammes de magrets de canard en 5 minutes. Et après, sachez qu'il faisait coin-coin. Regardez. C'est ici que 18 participants vont s'affronter dans un concours unique, celui du plus gros mangeur de magrets de canard. C'est l'équivalent entre 800 kilos et 1 tonne de magrets qui partent sur la journée d'aujourd'hui. Les participants restent concentrés sur leurs assiettes, avec plus ou moins de difficultés. C'est finalement Fabien, venu d'Ariège, qui l'emporte. 970 grammes avalés pour sa première participation. On était face aux locaux ici, donc voilà, on a montré qu'on avait des tripes, mais qu'on avait bon appétit aussi en Ariège. Ce sera bien sûr notre invité spécial lundi prochain. Pour une spéciale magret de canard. Est-ce que vous avez déjà gagné un concours, Gilles Verdez, à part le concours de défenseur de l'indéfendable? Non, moi, mon fait de gloire, c'est d'avoir été 3e, je vous l'avais raconté, aux élections de Mister Camping Sauvage. Quand je faisais ça, bon, du gars. Voilà, j'ai pas fait mieux. Bon, on était 3 candidats, mais j'avais terminé 3e. C'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. Vous avez jamais gagné un concours, vous-même, jamais? Moi, j'avais gagné de glace. 13 boules de glace aux États-Unis, c'est une coupe géante et si vous réussissez à la manger, vous gagnez votre poids en glace. Non, c'est pas vrai. Ouais, bien sûr, j'ai gagné. Ah ouais? Ouais. 13 boules de glace? Bien sûr. J'avais gagné un concours de moules, moi. Ah ouais? 2 kilos de... C'était pas l'été dernier? Non, c'était vous, c'était à la radio avec vous. J'étais parti à Lille. Ah ouais? Et vous m'aviez emmené à Lille parce qu'il y avait la braderie de Lille et j'étais à une terrasse de café et j'ai mangé des moules pendant tout le morning. Quand vous faisiez des émissions le matin à la radio, moi je mangeais des moules. C'est de là qu'est venue votre passion alors? J'ai trouvé une vocation. La vocation. La vocation. 2,3 kg de moules. Non, 2,3 kg. Moi, je peux pas manger des moules parce qu'il y a une seule moule. Attends, elle peut pas manger les moules. Enfin, je peux en manger, mais très difficilement. Et les merguez? Il y a une espèce de truc qui peut pas passer avec mon petit trou du cou. Mais ah oui, non, c'est vrai. Donc je sais pas comment tu fais. Votre vie est un enfer. C'est fou cette vie de merde. Non mais c'est interdite. Le magret de canard, par exemple, c'est pareil. Ah ouais. Ça reste là. Ah, ça reste là. Tu coupes des petits morceaux? Ouais, mais. Et les saucisses cocktail? Je pense savoir. J'ai plein de trucs, plein d'allergies. Par exemple, l'arrêt me brûle les lèvres. L'arrêt me brûle les lèvres. Ah oui, non, mais ça dépend laquelle. Si c'est une raie insalubre, on peut comprendre. Non, mais c'est vrai. Ça dépend quelle raie. Il y a des raies insalubres. En ce moment, c'est devenu. Il y a une recrudescence de raies insalubres. Non, mais c'est. Ah ouais. Tout ce qui est à trous, en fait. Tout ce qui est à trous. Pareil, j'ai tout de suite. Mais qu'est-ce que tu manges du coup? J'arrive à manger, mais c'est pas facile. Parce que j'avale pas. Il est les trous. Mais un jour, t'es avec un mec, tu fais comme ça, tiens, c'est pour mon trou du cou. Tu fais une allergie. Trou du quoi? Ah oui, c'est rouge tout de suite autour de. Où ça? Ah bah l'arrêt, quand je mange de l'arrêt, c'est tout de suite. Ah non, mais. On voit tout de suite, tu te balades à rien, elle a mangé une raie. Elle a mangé une raie pas fraîche. Si tu veux te réconcilier, il faut que tu ailles à la petite ville de Montcuq, la raie de Montcuq. Je me demandais où il voulait. C'était notre réconcilier. Non mais qu'il est con. Alors,
il y a Anne Hidalgo qui va plonger dans la Seine. Ah oui, c'est le 23 juin. Bah écoutez, elle va plonger dans la Seine dans un mois tout pile. Elle avait promis qu'elle le ferait pour montrer que la Seine est bien baignable pour les JO. Ça laisse un mois pour que l'eau devienne nickel. Bon bah écoutez. Hein. Et sachez qu'il y en a qui veulent chier dans la Seine le 23. Il y a un hashtag. Il y a un collectif qui a été créé. Mais non. Je vous jure, je chie dans la Seine le 23 juin. Les gens sont des génies. Vraiment. Johnny Baudelaire a tweeté « J'arrête de chier à partir de maintenant. Je me retiens pendant exactement un mois. Et le 23, je vais à Paris pour lâcher 70 kilos de merde dans la Seine. » J'encourage chaque citoyen à en faire de même. Regardez, le seul qui rigole pas chez Gilles Verdès. Qu'il est lourd. Qu'il est lourd. Mais ça, qu'il est lourd. Oh là là, quelle lourdeur. Alors, non mais c'est franchement, moi j'adore, je trouve ça très drôle. C'est génial. Putain, mais, franchement, il y en a. Ça y est, j'estime à peu près 1 kilo de merde que je stocke dans mon ventre pour la chier dans la Seine le mois prochain. Premier kilo d'une longue liste et ça peut être cool si on se partage nos stats pour se motiver. Voilà, donc c'est un truc de fou, quelle rigolade. Donc Anne Hidalgo va se baigner dans la Seine le 23 juin, mais il y a un collectif qui commence à faire énormément de buzz qui s'appelle, c'est le hashtag je chie dans la Seine le 23 juin. Et franchement. Ça fait rire. Qu'est-ce que vous dites à ça? Moi, j'irai me baigner dans la Seine le 23, j'ai hâte. Bah, tu mangeras du caca. Tu verras. On a investi 1,4 milliard quand même. Ouais. On a investi. Qu'est-ce que t'as investi, toi? Qu'est-ce que t'as investi? La France a investi. Avec notre oseille. Avec notre oseille qu'on a investi. Là, voilà. Raymond, occupe-toi de lui sur ce qu'il vient de dire. Il vient d'investir 1,4 milliard. 1,4 milliard, il a raison, c'est vrai, avec deux stations. Alors, c'est qui a payé? C'est nous. C'est nous qu'on paye. Et ils avaient carrément fait baisser les taux de la Seine. Et il y a eu une grosse averse, il y a eu des vagues de pluie ces derniers temps sur Paris. Et ça fait déborder une station d'épuration. Et là, maintenant, le tôt de matière fécale est remonté de plus belle. Donc ça veut dire en fait qu'ils sont pas prêts en fait. Bah oui, exactement. T'as mis 1,4 milliard et ça déborde quand même. Parce qu'il pleut beaucoup, la mer de déborde. Tu sais que c'est nous qu'on paye. Et c'est nous qu'on paye. C'est nous qu'on paye. Tiens, on a une spécialiste caca, Daniel Moreau. Non mais même l'équipe d'Hidalgo a dit que ça serait peut-être reporté d'une semaine s'il y a des pluies. Comme d'habitude. Imaginez. Et en plus, elle va se baigner en combinaison, elle va pas se baigner. Ils ont même des plans B où on en est, pour vous dire où on en est. Ils dépensent 1,4 milliard. Ils ont des plans B au cas où s'il pleut. Exactement. C'est ça. S'il pleut, c'est mort. C'est ça qui est énorme. S'il pleut, c'est mort. C'est une ineptie incroyable. Il n'y en a qu'un qui peut défendre ça. Il est là. Ineptator. S'il y a un orage, c'est foutu. Est-ce que tu te rends compte à quoi tient les JO? On a mis 1,4 milliard. S'il y a un orage, les gars, on est marron, on est chocolat. Je peux vous le dire, tout le monde rentre à la maison. Et c'est parti là. Les délégations vont rentrer chez vous. Vous faites chier là. C'est bon là. Non mais il y a 2 mecs qui vont. Non mais non, il y a un mec qui pète dans la Seine, c'est fini. On arrête tout, merci. C'est par là la sortie, merci monsieur. Alors, allez, qu'est-ce qu'il veut dire là? Non, mais maintenant que le bassin de stockage d'Austerlitz en amont est effectif, les dangers que citait Raymond vont s'estomper. Excuse-moi, même l'équipe d'Hidalgo. Et même eux, ils disent qu'il manque une semaine. Il manque une semaine, mais c'est rien une semaine. Une semaine. Et vous verrez qu'aux Jeux Olympiques, il y aura. Et ouais, on va voir les maladies après, tu vois. Mais non, tu vas voir, mais arrête de dire des bêtises. Et la Seine enfin baignable, on attend ça depuis 100 ans. La Seine baignable, tu vas pas te baigner en slip dans la Seine. Je peux te dire que tu vas te baigner, tu vas te retrouver avec 6 couilles. Ah mais je te le dis. C'est pas nul, hein. C'est pas nul, hein. C'est pas nul. Tu vas pouvoir jongler, hein. Tu vas finir au cycle. Tu vas finir au cirque, Alex Grus, tu vas voir. Non mais alors, tu vas te baigner dans la Seine, tu vas voir. Ça va être télégénique, la cérémonie de clôture avec tous les athlètes avec des verrues, des panaris, des herpès et tout. Laissez tomber, on est. Et tu penses que les athlètes le voudront? S'ils ne le veulent pas, ils seront disqualifiés. Moi, je suis pour une méthode dure. Une méthode dure. De toi, la méthode dure. T'es pour inviter des squatteurs, que les squatteurs aillent chez eux, et inviter des cambrioleurs pour venir prendre un diable au ventre dans ta maison. C'est pas vrai, Cyril. J'ai défendu la loi, rien que la loi. Et en 2025, il y aura 3 sites de baignade. Et moi, je trouve ça formidable. Ça fait partie du nouveau Paris que je découvre. Le nouveau Paris, t'inquiète pas. Et ils sont tellement doués. Le nouveau Paris, c'est Paris, P-A-I. P-A-R-I, c'est que tu quittes Paris. Merci. Et ils sont tellement doués que même la cérémonie d'ouverture est compromise parce que c'est trop haut pour l'instant. Les bateaux ne pourront pas passer sous les ponts. Donc t'imagines l'amateurisme, quoi. En fait, il fallait qu'il pleuve pas. Non, mais c'est ça. S'il pleut, t'es mort. Là, il y a un mec qui crache dans la Seine, c'est fini, on arrête tout, là. Il y a Fabio qui a craché dans la Seine, on arrête tout, les gars, la Seine est trop haute, là.
Non, mais il y a Gilles Verdez qui... Il y a eu une fake news, ils ont dit qu'ils avaient bleui la Seine. Ouais. Tu vois, si vous l'avez vu, c'était faux, évidemment. C'était une rivière qui a été bleuie aux États-Unis. Voilà. Mais ça a marché, les gens l'ont cru. Ah ouais. Enfin, parce que quand c'est bleu, ça donne envie de se baigner. Voilà. C'est faux. Bah oui. C'était Et faux. si Tony Estanguet, il vous chauffe comme vous l'aimez beaucoup, il vous dit, bon, allez, le 23, tu vas te baigner dans la Seine. J'en ai à foutre de me baigner dans la Seine. Non, mais est-ce que vous y allez? Si on me baigner dans la baignoire, je suis très bien. Non, mais si on vous dit que tout est OK. J'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas du tout. Il y a que les bolos comme Gilles qui sont très contents d'aller se baigner dans la Seine. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller baigner dans la Seine? C'est l'endroit le plus sale de France. Non, mais sans rigoler. C'est fou, quoi. Non, mais sans rigoler, vous croyez quoi? Mais je vais me baigner dans la Seine comme un con, je vais être tout content, là. Je vais rentrer chez moi, je vais avoir un Covid. Une nouvelle maladie, le Covid, frère. Ah, mais je vais avoir 6 couilles qui vont pousser. Un truc ici, non, mais c'est bon. Un zob ici, non, mais c'est bon. 6 couilles, ça fait 3 tubs. Laissez-le, lui, il m'en fout, il a plus rien à perdre. Oh, mais ça, vous allez y aller, vous? Avec plaisir, mais je suis pas invité, mais j'attendrai 2025 comme tout le monde pour me baigner. Si jamais on m'invitait, j'irais, bien sûr. Bien sûr, vas-y. Je crois vraiment qu'un jour, on pourra se baigner dans la Seine. Un petit carré, ils vont faire un petit carré. Arrête un peu, tu crois qu'il y aura 3 sites, mais je crois vraiment qu'il y a... Mais bien... Mais Emmanuel Micro. Emmanuel Micro. Il va se baigner aussi. Il va se baigner. Il va se baigner. Il va se baigner aussi. Je peux vous dire, là, tout le monde va se baigner le 23 juin. Il n'y en a pas un qui va passer un été normal. Vous allez voir. On va rigoler cet été, là. Vous allez voir. Je peux vous dire, ça va être Elephant Man. Mais 1,4 milliard, la somme, elle est tellement énorme, ça se ressent presque à l'unité, enfin aux contribuables. Ça fait, s'il y a 30 millions de contribuables, ça fait 50 balles par personne. Demandez aux gens, est-ce que tu as envie de mettre 50 balles pour que les gens puissent nager dans la Seine, sachant que la majorité des gens n'habitent pas Paris, donc n'ont rien à foutre. Pardon, et c'est que des décisions comme ça. La Marne aussi. 50 plus. Alors, les gens qui sont dans le sud de la France. Il défend encore, là. Non, mais c'est aberrant. Là, t'étais à Paris, après t'élargis, tu dis n'importe quoi. Ah non, pardon, la majorité, l'ensemble des contribuables n'ont pas envie de mettre 50 balles pour qu'on puisse nager dans la Seine. Bien sûr. De l'an 40, bah oui. Mais c'est un plan national, le symbole de la Seine et de la Marne. Mais c'est va dire aux gens l'écologie, vous n'en avez rien à foutre. Va dire aux gens, arrête un peu avec l'écologie. T'as vu ce que tu fais avec tous les Uber que tu prends et tous les voyages que tu fais au Sénégal? Ça veut dire l'écologie, fais-toi tout petit. Je peux dire aujourd'hui, je vais pas te louper. Je te dire aujourd'hui, je vais pas te louper. Non mais je te le dis, aujourd'hui, je vais pas te louper. Les chéris, on a fait le top 10 et maintenant on va le faire tous les soirs. Les images les trucs les plus drôles qu'on a vus sur les réseaux sociaux, surtout sur le compte Insta de Valérie Benaïm. Il est 20h34. Regardez, premier truc, le gouvernement envisagerait une fusion entre Air France, Radio France et la SNCF afin de créer un leader mondial de la grève. Ça, c'est bon. On avait aussi ce dessin. Si on augmentait le prix du pass Navigo, c'est pour avoir des athlètes compétitifs pour les Jeux de Paris 2024. Gilles Verdez, c'est pour toi. Ça fait à peine une semaine qu'il n'y a plus de tickets de caisse dans les supermarchés et on sent déjà une vraie amélioration au niveau du dérèglement climatique, j'ai l'impression. Ça, c'est très drôle aussi. Venant d'un mec qui... Alors... On va revenir, oui, parce que c'était... on va revenir... Ah oui, d'accord, on va revenir là-dessus. Attendez, on nous annonce que se baigner dans un cours d'eau sera gratuit. Oui, en 2025, la baignade dans la Seine devrait bien être gratuite. Ouais. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Alors? Ah oui, 3 sites. Ouais. C'est formidable, les 3 sites, Bercy, Grenelle et l'île Saint-Louis. Voilà, les 3 sites de gratuité de baignade dans la Seine en 2025. Alors, il y en a un qui a fait un truc très drôle. Et votre CV, il est où? Je me le suis fait voler avec mon ordinateur, monsieur. Bienvenue au comité olympique de Paris 2024. Et enfin, un petit jeu de mots pour vous, Daniel. Un jeu de mots de... J'ai acheté une voiture dans le Nord, elle n'arrête pas de caler. Voilà. C'est pour vous. Mais vous avez vu, non, mais c'est donc on va pouvoir se baigner en 2025. C'est le plan. Vous y croyez? Et qui a fait ce plan? C'est Anne Hidalgo? Non, là, c'est l'État. C'est pas elle qui a organisé les nouveaux sites de baignade. C'est sans doute la mairie de Paris qui a choisi les 3 sites, mais c'est un plan national. Pour que le président de la République soit susceptible de s'y baigner, c'est que ça concerne la France entière. À mon avis, il va laisser Anne Hidalgo se baigner avant, et puis il va dire bon, c'est bon, ouais, il va attendre 2 semaines, il va dire regardez le sondage. Voilà, merci. Non, qu'est-ce que j'aime notre public. Qu'est-ce que j'aime notre public. C'est insupportable. À mon avis, à chaque fois qu'il dit quelque chose, le public vote contre. C'est un truc de fou. Hein. C'est fou quand même de dire des telles bêtises. C'est incroyable. Gilles Verdez, ce soir, il fait un sans faute. Emmanuel Macron trouverait nul Jordan Bardella. C'est ce qu'il a dit en off, le président de la République. Il aurait donné son avis sur Jordan Bardella. Il est interrogé sur les sondages qu'il donne largement gagnants. Et il a dit, pour le président, Valérie Hayé atteindra les 22%. Aujourd'hui, elle a 15. Ouais. Et fera chuter Jordan Bardella à 26. Selon l'opinion, le président trouve Jordan Bardella, je cite, nul. Oui, il n'arrête pas de le casser en privé. Il estime que c'est un peu une coquille vide. C'est aussi une manière, évidemment, si ça sort, c'est aussi une manière d'essayer
essayer de freiner l'ascension quasi irrésistible dans les sondages de Jordan Bardella. Et alors que Mme Hayes stagne, Emmanuel Macron mise sur le fait que ses interventions, lui répéter le fait d'être en avant, il mise sur le débat. Il mise sur Gabriel Attal aussi face à Bardella. Voilà, il mise sur beaucoup de choses et il le casse en permanence. Il mise aussi sur la scène. Sans doute. Non. Ça freine personne, ce genre de réflexion, il sait pas bien du tout. Ah ouais de dire ça, c'est pas bien. Mais il a dit en off, il a pas dit en off. Non, mais même en off. Moi, il m'arrive en off de dire qu'un chroniqueur est nul. Moi, il m'arrive en off de dire qu'un animateur est nul. Mais non, il balance pas les gens. Même en off, d'ailleurs. Non, je crois pas qu'il ait pu dire ça. Ah ouais. Il ne balance jamais sur personne. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Sur toi, il dit jamais Bernard Montiel fait trop d'UV. On n'est pas assez intime. Mais non, il balance pas des trucs pareils, vraiment. Après, c'est une parole politique. C'est en pleine campagne. Ça peut être malin aussi. Vous savez combien d'amis il faut avoir pour éviter la dépression? Une enquête qui est sortie. Pour éviter la dépression, il faut avoir 5 amis. C'est le nombre exact d'amis idéal pour une personne pour qu'elle évite la dépression. Eh ouais, 5 amis. Faut les trouver, hein. Quoi, faut les trouver? 5, ça. Il y a 5 amis ici. Gilles Verdez, non, sûrement pas. Oui, certainement pas, oui. Ouais, 5 amis, mais pas plus. Hein. Peut-être plus 4 que 5. Et Naïm est dedans? Ah bah évidemment, oui. Raymond, t'as combien d'amis? J'en ai. 5 des vrais, c'est dur à trouver. 5 amis, mais j'en ai. 4 mois. 4 mois. Les 4 amis? Ouais. C'est les 4 amis? Les 4 amis. Et vous êtes dedans et Géraldine est dedans? Non, c'est pas vrai. Moi, j'adore. Trop bien. C'est sympa. Il en reste 2. Vous avez... Oui, moi aussi. Ah, vous avez 5 amis? Ah oui, je peux les citer si vous voulez, les prénoms. C'est que des gens connus. Il y a Yamina, Charles, Smaïn, Philippe, non pas l'humoriste, et Caroline. Caroline qui? Marc Géridon? Elle s'appelle Lavergne, son mari a obtenu un Oscar Hollywood pour... Ah ouais, Caro Lavergne. Oui, vous la connaissez, Caroline? Non, je la connais pas. Merci. En revanche, ce qui est marrant, c'est que Valérie et Bernard ont des listes mixtes, alors que moi, j'ai que des amis filles. Non, c'est pas vrai. Ouais. Ah ouais? C'est fou, ça. C'est le seul homme, moi, à ma liste. Ouais, bah oui, moi, je sais pas. 3 filles. Ça va, bon, tout le monde sait que j'ai pas de zizi, c'est bon. Naïm, t'embête pas. Les chéris, on va revenir dans un instant du nouveau dans l'attaque de la bijouterie avenue Montaigne. On fera le point sur l'affaire avec Michel Marie. Et dans un instant, bien entendu, on va revenir sur l'animateur Coé placé en garde à vue. On a des informations exclusives. Truc de fou, hein. Vous allez voir, je vais vous raconter, c'est un truc de fou qui se passe. À tout de suite, mes petites beautés, à tout de suite. Enfin, on poste, on sera là, bien entendu, demain. Hein. Bien sûr, on sera là. Merci d'être là, les chéris. Merci d'être aussi nombreux. Et le playboy des Carpates, là. Il est là. Michel Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, il est 8h45. Michel Marie qui est d'origine grecque. Absolument. Comme les yaourts. Référence. Je savais pas. C'est vrai que vous étiez grec. Vous êtes de quelle région de Grèce? Ismir. Ismir. Enfin, c'est un super pote à moi. Ismir. Ismir Express. C'est en Turquie maintenant, mais c'était avant. Ouais, c'est vrai que c'est en Turquie maintenant. Grec, ah ouais? dans les années 14. Sinon, tu vas où maintenant en Grèce, là? Je ne vais pas en Grèce. Pourquoi? Bah, je ne vais pas en Grèce. Pourquoi tu vas pas en Grèce? T'es grec. Bah oui, mais... Je bouge relativement peu, en fait. Comme moi. Ouf. Comme elle bouge pas, elle. Non, il a fait la tête du mec qui est très gêné, qui ne veut pas du tout dire qu'il n'y a aucun bail, qui a mis une topor à la meuf et qui fait son ça. Merci en tout cas, merci d'être là. Et sachez que le cachemire vous va très bien. Merci. Vous aimez bien ça maintenant, c'est votre nouveau style là. J'aime bien le cachemire. Ouais, je sais. Dandy chic. Ouais, c'est un dandy chic. Hein. Et la coupe en arrière et tout, c'est le Claude Barzotti des années 2000. Merci Michel. Alors, on va le samedi dernier dans le 8e arrondissement de Paris, sur la célèbre avenue Montaigne, il y a un braquage qui a eu lieu. On a des nouvelles infos. C'est surtout qu'on se posait 2 questions qui me semblaient... Bravo, c'est vrai. Comment ils sont rentrés, comment ils sont sortis. Voilà, 2 questions fondamentales. C'était le mode opératoire. On a évoqué un SAS, un vigile. Donc ça m'a intrigué. Puis j'aime pas quand on se pose une question de pas trouver la réponse. Donc j'ai trouvé la réponse. Non, comment vous avez fait? Je le garderai pour moi, mais j'ai trouvé la réponse. Alors allez-y. Alors, c'est extrêmement simple. D'abord, il n'y a pas de SAS. Il y a un gardien, il y a un vigile, mais qui a l'ordre de ne pas intervenir en cas de braquage. Or là, on voit des mecs arriver avec des kalachnikovs. Donc le vigile reste... Calme.
sans bouger. Dès qu'il peut, il a un bouton sur lequel il appuie pour alerter la police. Donc ça, c'est le premier point. Le vigile, il y en avait un, mais pas armé. Et puis de toute façon, face à 4 ou 5 mecs armés de Kalachnikov, il faut être suicidaire pour aller jeter dedans. Donc ça, c'est le premier point. Il n'y a pas de sas, c'est-à-dire pas de double sas. C'est vrai, t'as raison. Ouais, il n'y a pas de double sas, c'est juste une porte. Et alors la technique, c'est la 4e fois qu'elle est utilisée en France. Il y a eu chez Chanel et chez Bulgari. Ils mettent une rampe à un endroit précis au niveau du bas de la porte, avec une cale en bois, une rampe comme pour monter une moto, par exemple, sur une remorque. Et il faut taper à un endroit précis, un petit coup sec avec la roue avant du scooter ou de la moto. Et ça déverrouille le système de fermeture. Et la porte s'ouvre. Ça fait 4 fois que ça se produit. Et à partir de là, l'avantage, c'est que la moto est utilisable, c'est-à-dire ça ne tord pas la fourche ou ça ne voile pas la roue, parce qu'il ne faut pas rentrer comme un dingue, parce que la glace est blindée, elle. D'accord. Donc si vous rentrez même à 100 km/h dans le truc, à part vous tuer, c'est tout ce que vous allez faire, mais vous n'ouvrirez pas la porte. Donc il y a un système, donc je pense qu'il y a quand même une complicité, quelqu'un qui a travaillé chez le fabricant, qui a balancé le tuyau, et en tapant à un endroit très précis, la porte s'ouvre, ça explose le système de fermeture. Donc voilà, ça c'était un point question qu'on se posait. Et le vigile a eu le temps d'appeler les flics. Et c'est d'ailleurs ces mêmes policiers qui se sont retrouvés face à face avec les braqueurs à la sortie, qui ont essayé de les poursuivre, mais qui se sont fait braquer et qui ont perdu finalement les braqueurs. Et le deuxième point, c'était le montant du butin et son parcours. Alors le montant, on ne l'a toujours pas, c'est plusieurs millions d'euros, mais c'est vraiment très fluctuant. Ce que l'on sait, ce que l'on me dit dans cette affaire, c'est que généralement, il y a 2 filières. Il y a une filière à Anvers et une filière à Dubaï. Ah ouais. Les bijoux partent immédiatement. Ils sont déjà arrivés là-bas, ou à Anvers, ou à Dubaï, ou peut-être aux 2. Et là, ils sont entièrement démontés. Il faut savoir que la pierre et l'or, une fois, enfin la pierre sortie et l'or fondu, ça représente 10 ou 20% de la valeur marchande du truc. Mais en l'état, ils sont invendables. Oui. Donc il faut les retravailler, les refabriquer. Et la valeur de ces bijoux, à l'origine, c'est celui qui les a faits, c'est celui qui les a travaillés. Donc à part pour les montres, ils ont des combines pour réimmatriculer des montres de valeur, sur les bijoux, ils prennent plus de risques et une perte de temps, et c'est pas très rentable. Voilà, c'était les 2 informations que j'avais. Elle a rouvert la boutique ou pas du tout? Non. Pas à ma connaissance. Non, je suis passé devant tout à l'heure. Oui. C'est ouf. Hein. Tout est fermé, tout est clos. En revanche, j'ai vu 2 camions blindés rentrer derrière, dans la cour, parce que juste derrière, il y a une cour, il y a 2 gros camions qui sont rentrés. On pourrait approvisionner peut-être. À mon avis, oui. Mais ce qui est curieux, quand même, il faut préciser, c'est qu'à 20 mètres de là, un peu plus haut dans la même rue, il y a un poste de police quand même. Hein. Oui. Ça, c'est incroyable. C'est fou. À Langres, juste à Langres. C'est le commissariat à Langres. C'est incroyable. Ouais, c'est exactement, t'as raison. Bah, oui. T'as raison. Un homme tue son ex-compagne enceinte 1 mois après une condamnation pour violence conjugale. C'est vraiment ça. Mulhouse. Ça, c'est insupportable encore. On entend des... oui, alors ça s'est passé à Mulhouse vendredi 17 mai à 22h30. En fait, cet homme, c'est un couple qui était ensemble depuis 4 ans. Ils avaient une petite fille de 22 mois ensemble. Lui, l'auteur, se prénomme Johan, et la victime, Nadège. Nadège était ambulancière, à 33 ans. Elle est victime à 2 reprises de violences conjugales. Elle dépose 5 plaintes. Il est jugé à 2 reprises, une fois à 10 mois avec un sursis probatoire et une autre fois plus récemment, donc en avril 2024, à 18 mois, dont 10 avec un sursis probatoire et 8 aménageables en bracelet électronique. Et donc obligation ou interdiction plutôt de s'approcher de cette femme. Il va vivre dans le Nord sous contrôle judiciaire et en fait il ne respectera pas ce contrôle judiciaire puisque vendredi dernier, il va, a priori elle était prévenue, la rencontrer pour avoir une explication avec elle au sujet de l'avenir de l'enfant de 22 mois qu'ils ont eu ensemble et qui est placé judiciairement. Et les choses dégénèrent à plusieurs reprises dans cette journée. Ça commence dans un parking où il la frappe, la jette au sol, lui met des coups de pied. Je précise qu'elle est enceinte de 19 semaines.
C'est peut-être probablement l'origine de leur dispute. Ensuite, la police est prévenue, elle va être hospitalisée, elle sort de l'hôpital et alors là, je ne sais pas par quel miracle, elle le retrouve. On la retrouve dans la voiture de Johan. Alors, est-ce qu'il l'attendait à la sortie de l'hôpital? Est-ce qu'elle l'a appelé? Est-ce qu'ils se sont croisés par hasard? J'en sais rien. Toujours est-il qu'elle remonte dans le véhicule. Ils continuent à se disputer dans le véhicule. Et à un moment donné, il s'arrête. On est à Riedisheim, c'est la banlieue de Mulhouse. Il la jette de la voiture. Voiture arrêtée, il ouvre la portière, il la pousse dehors. Il démarre, il fait quelques mètres, il stoppe. Il fait une marche arrière et il la percute de plein fouet. Et là, elle a une fracture du crâne, elle va décéder malheureusement de ses blessures. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il prend la fuite et il va revenir sur les lieux du drame, alors qu'il y a un cordon de sécurité de police, et il va forcer le cordon de sécurité de police, donc se livrer en fait inconsciemment prisonnier, parce qu'évidemment, il est reconnu et interpellé, et là, ce coup-ci, il est en prison. C'est d'abord ici. Je voudrais qu'on parle, on va revenir sur ce dossier Mohamed Amra, hein, bien entendu, la mouche qui n'a toujours pas été retrouvée. Hein. Non. C'est un truc de fou. Et on va revenir sur les infos d'aujourd'hui. On a des révélations incroyables et exclusives à vous faire, parce qu'on a eu un ancien codétenu qui était avec Mohamed Amra. On l'a eu au téléphone, c'est une exclusivité qui va nous donner des informations, puisqu'il y a de nombreuses informations qui sont sorties, puisqu'il y a des sonores qui sont sortis de Mohamed Amra qui disent énormément de choses, et après on écoutera les nouvelles révélations faites par ce codétenu. Mais qu'est-ce qui est dit? Alors, on découvre que Mohamed Amra, en fait, je l'avais dit à l'occasion sur ce plateau une ou deux fois, a totalement été sous-évalué, sous-estimé, à la fois par les services de l'administration pénitentiaire que par les services de police. En fait, c'est un caïd. C'est un véritable caïd, c'est un véritable chef de bande. Il a une armée à sa disposition. D'ailleurs, on a vu les images. On sait maintenant qu'il y a eu des écoutes téléphoniques, plus exactement des écoutes dans sa cellule. Il y a un service de police très particulier qui se charge de sonoriser soit des appartements, soit des véhicules, soit évidemment des cellules, tout ça sous l'autorité judiciaire. Et ça a été fait dans le cadre de l'enquête d'un enlèvement, séquestration suivi de meurtre qui s'est passé à Marseille et où la police soupçonnait Mohamed Amra d'être le commanditaire de ce crime, alors qu'il était déjà incarcéré. Et donc, pour confirmer leurs soupçons, les policiers ont fait installer un système d'écoute dans la cellule, une sonorisation dans la cellule de Mohamed Amra. Et là, on découvre des choses absolument extraordinaires. Il gère un trafic de stupes, il menace au téléphone des gens qui ne veulent pas payer un parcours de cam. Il est en visioconférence sur des récupérations d'armes, en disant surtout, attention, si vous allez au Carrefour, il y a les flics, comme s'il avait des informateurs, des informateurs. Enfin, c'est complètement fou, cette histoire. Et on découvre que du fond de sa cellule, il se fait livrer comme il veut et quand il veut à manger par des livreurs, ce qu'on appelle des jeteurs. C'est des gens qui sont spécialisés pour envoyer au bon endroit le paquet. Il a, je crois qu'on a arrêté 9 téléphones portables, on a intercepté 9 téléphones portables sur une période de quelques mois entre janvier et mai. Ce type est un chef d'orchestre, on découvre qu'il a donc une armée, et notamment des Marseillais, et qu'il est impliqué dans plein d'affaires criminelles. Alors, justement, on a, avant de parler de l'animateur Coé placé en garde à vue, toutes les informations, on a toutes les informations sur cette affaire. Vraiment, c'est incroyable hein, ce qui se passe actuellement, vous allez voir, on va vous raconter ça dans un instant. On a pu enregistrer avant ça des audios d'un ancien codétenu de Mohamed Amra, alias La Mouche. Il était avec lui en prison, ils communiquaient énormément ensemble. On lui a demandé quelle image avait Mohamed Amra, donc La Mouche, au sein de la prison, et si c'était une personne qui avait l'air menaçante. Écoutez ce qu'il dit. Je vais dire, il n'avait pas de réputation, c'était quelqu'un de simple et normal, assez calme, assez discret, qui se faisait pas trop remarquer ou qui cherchait pas trop les problèmes. C'est que c'était quelqu'un déjà par son gabarit, il faisait vraiment pas peur, il était petit, et puis c'était quelqu'un de gentil, respectueux, c'était pas quelqu'un de méchant qui cherchait les problèmes. On lui demande s'il pensait qu'il aurait été capable de se tenter de s'évader et d'être accusé de meurtre. Regardez
ce que dit ce codétenu qui était avec lui. En fait, moi, quand je l'ai connu, à la base, il était incarcéré pour une histoire de recel ou de vol. Moi, il me disait que c'était une histoire bidon, qu'il allait sortir au bout de quelques mois. Puis au final, il s'est retrouvé dans une histoire de meurtre à Marseille, j'ai appris. Pour moi, je ne pensais pas qu'il allait s'évader ou qu'il était capable de faire ce genre de truc. Ça m'a vraiment, mais vraiment surpris. Du coup, Mohamed Amra a-t-il pu être embrigadé ou manipulé? Il nous répond. C'est peut-être possible. Hein. C'est possible qu'il soit embrigadé, c'est possible qu'il a la tête de tout ça. Il y a plusieurs questions. En tout cas, il a bien qu'à se changer. Gilles. On découvre également qu'il cherchait à acheter, commander pour 6 000 € des fusils mitrailleurs. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui préparait peut-être sa sortie ou c'est une info très importante. Qui commençait. Voilà, il avait demandé précisément que ça tire en rafale et c'est des fusils d'assaut qui ressemblent, je ne fais pas de lien, mais qui ressemblent à ceux utilisés par le commando au moment de son évasion. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment tout préparé. Il y a même un magistrat qui en octobre 2023 parle de clan Amra, composé de 20 personnes. Donc il cachait vraiment bien son jeu parce que personne ne soupçonnait sa dangerosité en fait. 20 personnes, c'est énorme. Je t'apporte une petite précision. 6 000 € pièce. Oui, pièce, oui. Oui. Il avait commandé pour 6 000 € d'armes. En fait, c'est 6 000 € la Kalachnikov. C'est le fusil mitrailleur. Il allait même sur des sites de rencontres pour tenter de rencontrer des gens. Voilà, alors heureusement, l'administration pénitentiaire lui avait refusé 4 jeunes femmes qui devaient venir pour... Ces écoutes téléphoniques, est-ce qu'elles sont avérées, c'est sûr? Ah oui, elles sont dans le dossier, et de sources. C'est extrêmement sérieux. Oui, de sources sûres. D'accord, il n'y a pas de. Voilà. Non, là, on découvre un profil terrifiant en réalité, où il dispose de voitures volées, de box à sa disposition. Il a des liens très serrés avec une équipe du même acabit que la sienne à Marseille, qu'on appelle l'équipe des Blacks. Donc à eux deux, ces deux équipes, ça constitue quand même, c'est un clan de guerre, quoi. C'est des gens extrêmement puissants, extrêmement dangereux. Ils me font penser à ces voyous des années 80-90 qu'on avait à l'époque, qui étaient extrêmement bien structurés. Et j'ai un peu le sentiment que Amra fait partie maintenant du très grand banditisme. Alors, il y a une autre information qui est sortie. Alors, on va la traiter plus longuement demain. Ça concerne l'acteur Édouard Baird. Violence sexuelle, 6 femmes témoignent contre Édouard Baird dans une enquête conjointe de Mediapart et le magazine Chic. 6 femmes décrivent des faits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. On en parlera demain plus amplement puisqu'on aura énormément d'informations demain puisqu'on est en train d'enquêter là-dessus. Gilles, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, il y a eu 6 femmes qui ont témoigné. Absolument, qui témoignent. Alors, il n'y aurait, je mets le conditionnel, pas de plainte. Une a hésité à déposer une main courante, elle ne l'aurait pas fait. Des femmes assez jeunes, rencontrées dans des situations professionnelles de vulnérabilité. Donc voilà, ce sont des témoignages effectivement forts et très à charge. Elle lui reproche quoi ? Elle lui reproche alors des attouchements. On ira plus loin dans le dossier demain, mais... Des attouchements, globalement. Baiser forcés, des attouchements et du harcèlement téléphonique. Ah oui. D'accord. C'est agression sexuelle et harcèlement. Les 6 femmes ont des témoignages concordants. Concordants, profil un peu similaire, effectivement, rencontrés dans le milieu professionnel, notamment autour de la radio. Voilà, donc à voir, mais les témoignages sont assez forts et se ressemblent. D'accord. On suivra bien sûr ce dossier demain, on fera une longue page là-dessus, bien entendu. On va parler de Sébastien Coé maintenant, qui a été placé en garde à vue. Pour rappel, l'animateur est visé par 5 plaintes pour viol et agression sexuelle. Il y a eu donc 5 plaintes, on va le redire aux téléspectateurs, parce que on va parler de la garde à vue et de toutes les infos qu'on a, parce que c'est assez incroyable ce qui se passe. Gilles, donc il y a 5 plaintes. Oui, depuis novembre, il y a 5 plaintes. Donc il y a des plaintes pour viol sur mineurs et viol et agression sexuelle. Donc les plaintes se sont accumulées. Ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de l'enquête préliminaire, les plaignantes ont été entendues par la brigade des mineurs. Brigade des mineurs parce que comme une des plaignantes au moins était mineure, c'est cette brigade-là qui s'en occupe. Les auditions ont eu lieu petit à petit. Il y a eu des auditions notamment de plusieurs heures d'une plaignante au mois d'avril. Et lors de ces auditions, les plaignantes ont montré leur téléphone, montré des documents, ont été interrogées. Voilà. Et là, hier matin, Sébastien Coé s'est rendu à la brigade des mineurs et il a été placé en garde à vue. Alors, on a énormément de
d'informations là-dessus. Donc Sébastien Coé, est-ce qu'il savait qu'il devait être... Il était convoqué depuis longtemps? Il était convoqué depuis un petit moment, il est allé et puis il a été placé assez rapidement en garde à vue. Alors selon ses avocats, il s'est rendu librement et à sa demande pour être interrogé. Sans ses avocats. Voilà, et répondre à toutes les questions posées. Voilà, c'était l'idée. On va revenir là-dessus parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites, on va vous dire tout ça, on va vous donner toutes les infos. La brigade des mineurs donc, qui s'occupe de cette affaire, puisqu'il y aurait une mineure. Oui, au moins une. Au moins une. Alors, selon nos informations, Cyril, au moins une. Je ne vais pas aller plus loin, mais au moins une. Y en a-t-il d'autres? On ne sait pas, mais à partir du moment où il y en a une, c'est cette brigade-là qui enquête et qui cloisonne vraiment les enquêtes. Alors, Michel Marie, quelles sont les informations qu'on a? Les informations, c'est qu'il est placé effectivement en garde à vue. Il y est depuis quand, cette garde? Depuis hier matin, 8h. Depuis hier matin, 8h, il est convoqué. Il y a encore? Oui, il y a encore. Et il a été convoqué hier matin à 8h. Il a été convoqué hier matin à 8h. Je pense qu'il ne s'attendait pas à être placé en garde à vue. Il pensait avoir à rendre... Enfin, il avait d'ailleurs demandé, souhaité s'expliquer. Et il imaginait, dans sa candeur naïve, il imaginait qu'il allait être reçu par les policiers et qu'il allait répondre aux questions qu'on se posait. En réalité, Gilles l'a résumé un peu rapidement. Il y a effectivement une enquête depuis un moment où toutes les victimes, enfin toutes les plaignantes, pardon, ont été entendues, ont donné de nombreux détails. Et les policiers de la brigade des mineurs ont attendu la fin, donc c'est une règle de procédure en fait. On entend les plaignantes et une fois qu'on a réuni toutes les, entre guillemets, charges qu'on a contre lui, et là en l'occurrence il n'y en a pas beaucoup, enfin, il n'y en a même pas d'ailleurs, on l'entend, on le convoque, on le place en garde à vue. Et on lui pose un certain nombre de questions. Ce n'est pas un moment très agréable à vivre. Alors, le problème, à ma connaissance, il s'agit d'abord de faits très anciens, qui remontent ça commence en 1990. La première, on a une affaire en 90 qui est prescrite. Ensuite, il y a des faits qu'on lui reproche qui sont anciens. Mais la vraie question qu'on se pose, Michel Marie, c'est il arrive en garde à vue hier, il y est encore aujourd'hui. Est-ce que c'est bon signe ou pas? C'est la vraie question qu'on se pose et qu'on a envie de savoir. C'est pas très bon signe. Ce qui n'est pas très bon signe, c'est qu'il est confronté effectivement à plusieurs déclarations. Alors, une des plaintes serait prescrite, mais d'autres qui concernent des mineurs ne le seraient pas. Pas des mineurs, une mineure. Au moins une, Michel, au moins une mineure. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il doit répondre à des questions extrêmement précises parce que lors des auditions, les plaignantes qui ont été interrogées ont donné des détails extrêmement précis et très nombreux. Ouais. Je vous donne un exemple sans rentrer dans cette affaire. Quand vous êtes auditionné pour une telle affaire, vous savez, une des plaignantes, par exemple, a dit « j'ai rencontré Coé à tel endroit ». Eh bien, on lui fait dessiner. On lui fait raconter la scène, on lui dit à quelle heure c'était, comment ça s'est passé. Donc c'est très précis et ça peut durer plusieurs heures. Donc Sébastien Coé est confronté à ces auditions et on va lui dire regardez à cette heure-là, que s'est-il passé. Donc c'est vrai que c'est très détaillé, on ne connaît pas l'issue, mais les questions sont très serrées. La brigade des mineurs pose des questions. C'est pas le Club Med, oui, ça on est d'accord. Mais est-ce que c'est normal qu'il reste? Parce que oui, tout à fait. Oui. C'est normal donc qu'il reste aussi longtemps. Oui, c'est normal. D'accord. C'est normal. Il y a 5 plaintes. S'affoler. Comment? Il n'y a pas de quoi s'affoler. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Je pense qu'à l'issue de cette garde à vue, il sera probablement déféré devant un juge, qui est le juge qui gère le dossier. Mais Gilles, vous n'êtes pas d'accord? Vous pensez que c'est plus compliqué? Je pense que c'est un peu plus compliqué, mais je peux me tromper. Puis là, c'est en cours. Mais je pense effectivement qu'il y a des accusations assez précises. Mais je ne préjuge de rien. Et ce qu'il faut préciser quand même, Cyril, c'est que lui-même a porté plainte. Hein. Exactement. Vous savez qu'il a porté plainte pour cyberharcèlement, dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion de fonds. Et d'ailleurs, ses avocats et lui se sont étonnés du fait que cette plainte ne soit pas instruite, que ça aille très doucement. Ils disent que, au contraire, l'affaire, les faits reprochés à Coé, on instruit vite, alors que sa plainte à lui, elle est un peu... Moi, j'ai une info également, c'est que sa compagne a été entendue hier. Oui, sa compagne a été entendue. Avec des questions extrêmement précises, oui. Sachez-le. Et d'après mes infos,
aurait même demandé des questions extrêmement intimes. Bien sûr, mais c'est normal. À sa femme. Oui, c'est vrai. Ça doit être un moment très difficile pour elle. Des questions intimes, même au niveau de leur relation sexuelle, intime. Elle est interrogée pendant 4 heures. Elle a été interrogée pendant 4 heures, exactement. Il faut le dire, hein, c'est pas moi de le dire. Bah oui, voilà, Gilles et donc voilà. Donc, et c'est vrai que on lui a posé des questions. Et là aussi, c'est normal. Extrêmement intimes. Et c'est vrai que pour elle, ça doit être quand même un moment compliqué. C'était ce qui t'est passé. On est d'accord que c'est un moment compliqué. Non, mais on n'est pas là pour faire des commentaires. C'est quoi les infos sur cette garde à vue sur l'audition de sa femme, s'il vous plaît? Ils veulent tout savoir, tout savoir. L'intimité, comment ça se passait dans le couple, où étiez-vous à tel moment, le connaissiez-vous, est-ce que vous pensez que sa personnalité peut faire que... C'est une rafale de questions. Ça dure 4 heures et vous êtes saoulés de questions. Et le but de la brigade des mineurs... Mais c'est très dur de déballer sa vie sexuelle. Rappelez-vous, Harry Habitant, on avait convoqué toutes ses ex-amies pour savoir précisément comment... C'est très compliqué, très... Pas pareil, c'est sa femme, là, c'est pas pareil. C'est très lourd, c'est très compliqué. On avait convoqué toutes ses ex-amies. Oui, ses ex-amies, c'est pas pareil que sa femme avec tous les jours. Devant sa compagne actuelle, c'est pas évident. Le problème, c'est que... sur cette affaire. D'une part, on l'interroge, elle, sur sa vie intime, et en même temps, elle comprend que son mari lui a peut-être pas été très fidèle. Donc ça fait un peu la double peine. Oui, et pourquoi vous dites ça préjuge de rien, bien sûr, mais pourquoi il n'est pas en témoin libre, mais plutôt en garde à vue? C'est-à-dire... Est-ce que ça veut dire quelque chose de la part du procureur? Est-ce qu'il est en garde à vue ou en témoin libre? Non, il est en garde à vue. Ça, c'est indiscutable. Il est en garde à vue parce qu'il y a 5 plaintes, c'est la procédure. Et c'est d'ailleurs pas forcément la police qui décide, c'est le parquet. En disant, vous me le placez en garde à vue. Et voilà, il le savait en y allant qu'il allait être en garde à vue? Non. Vous croyez qu'il allait juste être entendu? Oui, à la limite, il se réjouissait de pouvoir enfin répondre aux questions. C'est ce que dit l'avocat, parce qu'il demandait, lui, à être, non pas confronté, mais à répondre aux questions. Donc, il est venu pour répondre aux questions, et puis on lui a sorti, effectivement, entre guillemets, des accusations de plaignante précises. Donc, il s'est retrouvé en garde à vue. Ce que je tiens à dire... Et le parquet ne commande pas. Le parquet est extrêmement discret sur l'affaire. Ce que je tiens à dire dans cette histoire, c'est que, d'après mes sources, et elles ne sont pas trop mauvaises, on est sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'il y a une intimité entre, comme souvent d'ailleurs, entre le suspect, enfin l'auteur présumé et les victimes. Ils se connaissent, ils ont échangé par téléphone, des photos, des échanges, etc. Donc, on n'a pas dans ce dossier, à ma connaissance, de preuves, d'éléments objectifs. À la fois parce que ce sont des faits anciens et puis c'est parce que les deux se connaissaient, si vous voulez, victime, plaignante et auteur présumé, merci. Donc, c'est vraiment les dossiers les plus compliqués. C'est quoi votre info alors? Je viens de vous le dire. C'est quoi? C'est que c'est pas clair. C'est que c'est pas clair. Et c'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Parce qu'effectivement, c'est aussi pour ça qu'on interroge. C'est-à-dire que les policiers veulent être persuadés de ne pas passer à côté, de ne pas faire une erreur. Donc pour vous, c'est normal qu'il reste aussi longtemps? Tout à fait. Regardez, c'est ça C'est pas agréable, mais c'est comme ça. Votre info, c'est ça? Oui, enfin, entre autres. Entre autres. Non, donc pour vous n'êtes pas d'accord avec Gilles Verdez, c'est pas dramatique qu'il soit encore en garde à vue? Pour lui, de toute façon, la garde à vue, elle va se terminer demain 8h. Demain matin 8h, il va être très probablement déféré. Et si la garde à vue est prolongée, est-ce que c'est grave? Elle est prolongée de 24 heures en 24 heures. Au bout de 24 heures, ils n'avaient pas eu assez de temps pour lui poser toutes les questions qu'ils voulaient lui poser. C'est ça, donc il n'y a pas de drame. Non, il n'y a pas de drame. Oui. Ce qui est important, c'est que c'est la brigade des mineurs qui l'a mis en garde à vue. Oui. Donc ça ne concerne pas les autres dossiers. Si. Ce n'est que le début. Il sait mieux que toi, c'est Michel Marie. Excuse-moi. Non. Il suffit, d'ailleurs, Gilles l'a dit tout à l'heure, et il a raison. Bien sûr. À partir du moment où... Oui, là, je pense que oui. Avec toute l'affection que je te parle. Franchement, faire un... Si on a une victime mineure et 5 majeurs, c'est la brigade des mineurs qui s'en occupe. Sur Anouchka Delon et elle laisse les professionnels faire sur les affaires importantes. Merci Michel Marie. Merci Michel Marie. Un bonbon. Un bonbon, voilà. Merci Michel Marie. D'autres choses? Une autre connerie à dire? Je peux en trouver une. Non, tu vas tomber chez toi. Merci à tous. Allez, tout de suite, bienvenue au